Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'IFMM, l'Institut français de médecine manuelle. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble l'examen clinique du rachis cervical pour le médecin généraliste. C'est parti! Monsieur, je vous en prie, asseyez-vous. Donc, la première étape, c'est l'étude des mobilités actives du rachis cervical, éventuellement assistées en fin d'amplitude. Tout d'abord, la flexion. Monsieur, pouvez-vous fléchir la tête, s'il vous plaît? Si la flexion est inférieure à 50 degrés, il y a donc une limitation de la flexion qui nous oriente vers une raideur des muscles postérieurs extenseurs du rachis cervical. Si une douleur est provoquée en flexion, cela oriente vers une discopathie. L'extension, monsieur, mettez la tête en arrière. Si l'extension est inférieure à 60 degrés, alors il y a une limitation de l'extension qui oriente vers une raideur des muscles antérieurs, fléchisseurs, du rachis cervical. S'il y a une douleur en extension, cela oriente vers un syndrome facétaire dû à l'impaction des articulaires postérieurs. Nous évaluons ensuite l'inclinaison latérale, gauche puis droite, amplitude physiologique 45 degrés. Cela nous permet d'évaluer une raideur potentielle des muscles scalènes et des trapèzes supérieurs. Nous évaluons ensuite la rotation gauche puis droite, amplitude physiologique 80 degrés. S'il y a une limitation de la rotation droite, cela peut être dû à une raideur des muscles rotateurs gauche qui sont situés à droite et à gauche. La fin d'amplitude sera alors plutôt molle. Si la limitation en fin d'amplitude est plutôt dure, cela oriente vers une cause articulaire, notamment en cas d'arthrose cervicale. La deuxième étape, c'est la recherche d'un conflit disco-radiculaire. Deux tests. Le premier, c'est la compression axiale du rachis. Si une douleur est provoquée, cela oriente vers un bombement discal. La deuxième étape, c'est le test de Sperling. L'idée est de fermer les trous de conjugaison avec une hyperextension, une inclinaison homolatérale, une rotation homolatérale, puis on imprime une petite force de compression axiale. Monsieur, est-ce que cela provoque une douleur dans le bras? Si oui, cela oriente vers un conflit disco-radiculaire. Il peut y avoir une douleur au niveau du rachis cervical due à l'impaction des articulaires postérieurs. La troisième étape, c'est le testing sensitif. Alors concernant le rachis cervical supérieur, nous allons rechercher la cellulalgie C2 au niveau du cuir chevelu occipital latéral, C3 au niveau du cuir chevelu occipital médial. Nous pouvons rechercher aussi le signe du sourcil qui signe une irritation de la branche 5.1 qui a une anastomose avec C2. Concernant le rachis cervical moyen et inférieur, il faut bien avoir en tête que les branches postérieures des nerfs spinaux de C5 à T1 se rejoignent et vont sortir en para-épineux au niveau de para-T5, au niveau d'un point douloureux qui s'appelle le PISV, le point interscapulo-vertébral. Ce point-là donne une branche cutanée qui va remonter vers l'acromion et nous allons rechercher une cellulalgie de cette zone avec la manœuvre du palpé roulé. Ensuite, nous allons tester les racines les unes après les autres. C4 au niveau de la région sus-épineuse, C5 au niveau des moignons de l'épaule, C6 au niveau des épicondyles latéraux jusqu'au pouce, C7 la face postérieure de l'avant-bras jusqu'à l'index, C8 la face antérieure de l'avant-bras jusqu'au cinquième doigt et T1 au niveau du creux axillaire. La quatrième étape, c'est le testing moteur. Alors, petit rappel anatomique. Je vous rappelle que les muscles sont certes innervés par une racine principale, mais la majorité des muscles sont innervés par plusieurs racines nerveuses. Donc ce que nous allons faire, c'est que nous allons tester les muscles clés du membre supérieur qui sont innervés par un nerf qui proviennent de plusieurs racines nerveuses. Tout d'abord, les muscles interosseux. Monsieur, je vais vous demander d'écarter les doigts. Muscle interosseux, nerf ulnaire, C8, T1. Monsieur, je vais vous demander de faire une pince 1-2 et vous m'empêchez de sortir. Ça, c'est le long fléchisseur du pouce. C'est le nerf médian, c'est 8T1. Monsieur, je vais vous demander de fléchir le poignet. Allez-y. Ça, ce sont les épicondyliens médiaux qui sont fléchisseurs du poignet. C'est le nerf médian, c'est C6, C7, C8. Monsieur, je vais vous demander d'étendre les coudes. Allez-y. Ça, c'est le muscle triceps. C'est le nerf radial, C6, C7, C8. Nous évaluons ensuite les épicondyliens latéraux qui font l'extension du poignet. Allez-y monsieur, relevez le poignet. Épicondyliens latéraux, c'est le nerf radial, c'est 6, c'est 7, c'est 8. Nous évaluons ensuite la flexion du coude, c'est le muscle biceps brachial. Allez-y monsieur, fléchissez le coude.
Ça, c'est le nerf musculo-cutané, C5, C6. Monsieur, écartez les coudes. Ça, ce sont les deltoïdes. C'est le nerf axillaire, C5, C6. Monsieur, levez les épaules. Ce sont les trapèzes. C'est le nerf du trapèze, C4. Inclinez la tête. L'inclinaison latérale, C3. Poussez contre moi, flexion, extension, C1, C2, C1, C2. Évidemment, dans un premier temps, ne retenez que les muscles à tester. Et dans un deuxième temps, vous retiendrez les nerfs et les racines correspondantes. Mais vous verrez que ce niveau de précision vous aidera à faire la distinction entre un syndrome médulaire, radiculaire ou canalaire. La 5e étape, c'est la recherche des réflexes ostéotendineux. Examen toujours bilatéral et comparatif. Au niveau du membre supérieur, le réflexe C5 bicipital, le réflexe brachioradial, relâchez bien le bras monsieur, C6, et le réflexe tricipital. Il est très important de toujours rechercher les réflexes des membres inférieurs dans l'examen du rachis cervical. Rotulien, L4, achillien, S1. Point très important, il faut rechercher la triade du syndrome médulaire, à savoir le signe de Babinski, la recherche d'un clonus de la cheville et le signe d'Hoffmann. Donc un réflexe ostéotendineux qui est aboli ou diminué oriente plutôt vers une atteinte périphérique du motoneurone périphérique. A contrario, un réflexe ostéotendineux qui est augmenté, qui est vif, oriente vers une atteinte du motoneurone central, donc plutôt une atteinte centrale. Alors la 6e étape, c'est la recherche du DIM, c'est le dérangement douloureux intervertébral mineur. C'est une douleur à la mobilisation d'un segment vertébral. Au niveau du rachis cervical, il y a 2 signes principaux. Tout d'abord, la pression axiale de l'épineuse et la douleur à la friction zygapophysaire. La douleur à la pression latérale de l'épineuse est plus difficile au niveau du rachis cervical parce que l'épineuse est peu proéminente, sauf au niveau de C2 et de C7. La 7e étape, c'est la recherche de douleurs musculaires, de cordon myalgique ou de trigger point, au niveau postérieur, au niveau des muscles sous-occipitaux ou des autres muscles postérieurs du rachis cervical, au niveau antérieur, au niveau des muscles sternocléido-mastoïdiens. La 8e étape, c'est la recherche d'atteinte des articulations périphériques, notamment l'articulation sternoclaviculaire, lieu d'insertion des sternocléido-mastoïdiens. Recherche de douleur de la première côte, inspirée, soufflez. Deuxième côte, inspirée, soufflez. Zone d'insertion des muscles scalènes. Enfin, il faut évaluer l'articulation temporomandibulaire. Monsieur, ouvrez et fermez la bouche. Fermez. Et rechercher des contractures musculaires au niveau des muscles masséters et temporaux. Voilà pour cet examen clinique du rachis cervical proposé par l'Institut français de médecine manuelle. N'hésitez pas à nous retrouver lors de nos prochaines vidéos ou lors de nos prochaines formations. À bientôt!